C'est bon? Oui, ok, parfait. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente rapidement, Van Warenberg Eric. Donc, je suis enseignant à l'École centrale des arts métiers, donc pour ceux qui connaissent l'ECAM. Donc, ma spécialité technique, ce sont les réseaux électriques, principalement haute tension. Et donc, d'un point de vue professionnel, ma spécialité, c'est... Je parle peut-être trop fort, je vais le mettre plus loin. Ok. C'est bien? Ok. Donc, dans mes activités professionnelles, en fait, c'est tout ce qui est la sécurité des personnes et le bien-être des gens. Donc, c'est le contrôle de la sécurité de manière générale. Donc, l'exposé que je vais vous faire, c'est avec cette approche-là. Une approche prévention, une approche long terme, une approche bien-être des gens. Donc, c'est vraiment le centre de mon discours par rapport à la problématique des éoliennes. Donc rapidement le sommaire, donc je vais vous faire quelques rappels théoriques très brefs, ça sera un peu technique mais pas trop, je vais essayer de le vulgariser au maximum. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de dias, mais comme Pierre Kunsch m'avait dit qu'on allait être filmé, il y en a certaines où je vais passer assez vite et vous pourrez revenir dessus, évidemment, si vous le souhaitez, puisque ça sera mis sur la chaîne TV Académie, comme j'ai pu le comprendre. Donc les rappels théoriques, on va parler un petit peu des différentes sources. Je vais repositionner, juste pour remettre bien le débat, de quoi on parle par rapport aux éoliennes, par rapport à l'ensemble des énergies, et j'y accorde beaucoup d'importance. On fera un petit bref historique concernant l'éolien et certains discours qu'on entend sur l'énergie du futur. On va parler légèrement des technologies et je vous parlerai un petit peu de la place des éoliennes dans les réseaux et tout tout l'aspect technique qui doit s'accompagner des éoliennes pour que techniquement ça fonctionne. Donc j'ai plus un discours technique qu'un discours, je dirais, politique. C'est vraiment, je veux faire du techniquement correct avant de faire du politiquement correct. Hein, ça, c'est mon objectif. Donc les rappels théoriques, j'aime bien rentrer juste dans ce détail-là pour bien resituer. Et c'est d'autant d'actualité qu'il n'y a pas très longtemps, on vient de dépasser une nouvelle limite. Donc, si vous ne le connaissez pas, il y a les 9 limites planétaires au niveau écologique, on a tendance à oublier. Voilà, les éoliennes vont surtout s'intégrer dans la problématique du changement climatique. Et donc, j'aime bien le repositionner dans le sens où ces 9 limites doivent quand même rester une priorité par rapport à notre survie et toujours dans mon esprit du bien-être des gens. Il faut essayer de ne pas dépasser ces limites. S'il y en a une qui vient d'être légèrement dépassée il y a quelques semaines. Et ça, il faut bien le garder en tête. Donc les éoliennes, nous, on va se positionner évidemment par rapport à la problématique du changement climatique, mais il y a évidemment les 8 autres qu'il ne faut pas oublier. Donc rappelons quand même ce que c'est le kilowattheure. Donc on entend beaucoup de choses au niveau médiatique, au niveau politique, où on mélange un petit peu souvent les notions, les grandeurs électriques. Donc le kilowattheure, oui, ça c'est votre compteur. Je pense que vous l'avez tous reconnu. Vous avez tous des factures électriques à payer. Enfin, j'espère. N'oublions pas ce que c'est donc la différence entre des kilowatts et des kilowattheures. Donc les kilowattheures, c'est le stock qu'on va emmagasiner dans un récipient. Et la puissance électrique, c'est le débit qui va être capable d'être fourni. Et en fonction du temps à laquelle on va travailler, on va pouvoir remplacer, compléter, je dirais, empiler, faire du stock qui sera véritablement l'énergie électrique accumulée dans le stock. Donc ne pas confondre, hein, c'est ça qu'il faut comprendre cette dia, le kilowatt et le kilowattheure. Le kilowatt, c'est la puissance au niveau du débit d'eau, si on fait l'analogie évidemment. Et l'énergie électrique, ce sera la quantité d'eau qui sera accumulée dans un récipient. Donc c'est important de bien comprendre parce que même si vous avez des centaines de mégawatts, c'est pas pour ça que vous avez des centaines de mégawattheures. Hein. Il faut encore les produire et pour ça, c'est des notions qui sont importantes dans le discours de l'éolien. On entend souvent, oui, on a beaucoup de mégawatts installés, oui, mais s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de mégawattheures. Donc ça, c'est une notion qu'il faut absolument pas confondre.
Donc voilà, au niveau électrique, si j'ai une puissance en kilowatts que j'utilise pendant un certain temps, je vais avoir des kilowattheures et fonction de la puissance, pour avoir la même quantité d'énergie, si la puissance est haute, il me faudra un temps pour remplir ce stock qui sera beaucoup plus petit que si j'ai une puissance de borne, par exemple, de recharge, qui est plus faible en puissance, il me faudra un temps beaucoup plus long pour pouvoir avoir la même quantité de stock. Donc ça, c'est des notions qu'il faut absolument bien comprendre dans le débat sur les énergies. Donc, ça, je dirais, c'est très théorique, c'est l'approche générale. Bon, après, dans l'utilisation des biens et des objets de tous les jours, évidemment, il y a le temps d'utilisation qui va rentrer en ligne de compte, il y a le nombre de fois qu'on l'utilise, par jour, par année, par mois. Et donc, tout ce calcul doit se sommer, se multiplier, et on va avoir une consommation d'énergie annuelle en kilowattheures qui va dépendre évidemment du nombre de fois que vous l'utilisez, de la durée de l'utilisation, etc. Donc c'est des notions qu'il faut bien comprendre. Alors, juste pour repositionner un peu les échelles de grandeur, on parle de wattheures, on parle de kilowattheures, de mégawattheures, de gigawattheures et de térawattheures. Donc Pierre Kunsch ira à mon avis plus dans le détail que moi sur les consommations au niveau belge. Donc là, on a des térawattheures qui est souvent l'ordre de grandeur qu'on utilise quand on parle des consommations énergétiques au niveau du pays. Donc voilà, il y a beaucoup de zéros, donc ne pas confondre, je dirais, les ordres de grandeur, ce qui est quand même quelque chose de fondamental pour bien comprendre le débat. Alors, juste encore quelques petits rappels avant d'attaquer le vif du sujet. Ayons bien en tête les notions d'énergie. On parle souvent des énergies renouvelables. Oui, quand on regarde la densité énergétique, c'est quand même un paramètre très important dans le sens où on va avoir des variations. Évidemment, le bois, si on fait des petits comparatifs, c'est des ordres de grandeur. Je ne dis pas que c'est les chiffres précis, parce qu'il y a plusieurs sources qui donnent des valeurs qui diffèrent un petit peu, mais c'est des ordres de grandeur. Pour avoir la même quantité d'énergie, par exemple, si on reprend le bois, pour une tonne de bois, il nous faudrait 260 kg de charbon et 170 kg de pétrole, et ça correspond à plus ou moins 80 mg d'uranium. Donc la notion de densité énergétique, on voit tout de suite l'impact évidemment sur les ressources terrestres qui sont un des paramètres des 9 limites évidemment au niveau écologie. Donc, juste un petit rappel encore une fois, parce qu'on entend souvent le discours, et personnellement, moi, je suis toujours un petit peu choqué quand j'entends ça. On nous dit, oui, les éoliennes, c'est des énergies du futur. Il ne faut pas oublier que non, dans le passé, on les a utilisées, les énergies renouvelables, et en fait, on en sort. On en est sorti grâce aux énergies fossiles. Et là, en fait, on est en train de nous dire qu'il faut y retourner. Donc, il y a quelque chose qu'il faut un petit peu analyser. Donc, au niveau de l'évolution de l'humanité, on est passé de la phase muscle, on est passé par les animaux, ensuite le bois, le charbon, le pétrole, le gaz, l'uranium. Et les énergies renouvelables se retrouvent en fait dans cette zone-là. Donc, quand vous allez voir un peu le bref de l'historique, les énergies renouvelables existent depuis très longtemps en fait. Il n'y a rien de nouveau, on les utilise depuis des siècles, pour être très précis. Donc là, petite discussion avec Pierre Kunsch qui était très intéressante, je trouve. J'ai fait un peu l'exercice de retrouver la définition de ce que c'est les énergies dites renouvelables. Et voilà, je ne vais pas vous les lire, c'est le seul slide où il y a beaucoup de texte, mais il y a toute une série de définitions. C'est vrai que j'ai tendance à me rapprocher, et Pierre Kunsch me l'a envoyé encore sa vision des choses hier. Mais voilà, l'énergie renouvelable, c'est quelque chose qui peut se renouveler à l'échelle du temps humain. C'est un petit peu la définition. Et c'est vrai que d'un point de vue énergétique, le vent, c'est un flux. Il n'y a pas de stock. On le consomme au fur et à mesure qu'il arrive. Et si le vent s'arrête, comme on n'a pas de stock, la production d'énergie s'arrête également. C'est toute la différence d'un stock de charbon, d'un stock de bois. Voilà, on est dépendant du stock que nous avons, et ça, c'est pas un flux, c'est un stock contrairement aux énergies renouvelables. Donc attention, on a beaucoup d'amalgame de temps en temps dans le discours. Énergie renouvelable ne veut pas dire absence de CO2.
Hein. Ça, c'est un point très important, parce qu'on a tendance je dirais, valoriser un peu ces énergies, mais il y en a qui sont horriblement dévastatrices d'un point de vue CO2. Donc, renouvelable, oui, mais n'oublions pas la limite écologique qui, je pense, ne doit plus être mise en doute aujourd'hui. Il y a cette problématique CO2 qui doit évidemment être une priorité dans le choix du mix énergétique qu'on va devoir faire. Donc faites attention aussi, je dirais, on dit souvent, moi je me pose la question souvent, mais pourquoi le renouvelable alors qu'on a encore des stocks, je dirais, de ressources sur Terre qui sont capables de nous produire l'électricité sans CO2 ? C'est une question que je me pose. Voilà, pourquoi est-ce qu'on change et qu'on va vers une solution où en fait on n'a pas de stock, on est tributaire d'un flux, le vent, le soleil, et alors qu'avec du stock sous la main, on pourrait éviter d'avoir cette fameuse intermittence qu'on va parler pendant toute la journée. Alors voilà, c'est un tableau qui est un petit peu lourd. Je ne vais pas vous le commenter en complet parce qu'il est long. Mais j'aime bien quand même juste le resituer. Voilà, on va parler d'éoliennes. Voilà la ligne. Elle est ici. Et on a tendance à un peu oublier toutes les autres énergies. Hein. Donc, il y a tout ce qui est hydrolienne, il y a le photovoltaïque, les stations de transfert de pompage, les centrales marémotrices, le solaire par concentration ou le motrice, marée thermique, osmotique, biomasse. Et alors moi, c'est un tableau qui est en train d'évoluer sur la version 3. J'ai classé les énergies fossiles, où elles sont, les énergies renouvelables. L'intermittence, alors souvent dans le discours, on mélange deux choses, deux facteurs. On parle bien du facteur de disponibilité, hein, toutes les sources d'énergie ont un facteur de disponibilité. Une centrale au charbon, à un moment donné, il faut l'arrêter pour l'entretenir. Une éolienne, à un moment donné, il faut l'arrêter pour l'entretenir. Des panneaux solaires, à un moment donné, il faut peut-être les arrêter pour éventuellement les entretenir, voire les remplacer. Donc, toute source d'énergie a évidemment un facteur de disponibilité. Il faut y associer ce qu'on appelle un facteur de charge, qui lui, évidemment, va varier fortement en fonction du flux ou du stock d'énergie qu'on a à la base pour produire de l'énergie. Donc voilà, intermittence par manque d'énergie primaire, les éoliennes, c'est clair, elles en ont. S'il n'y a plus de vent, il n'y a plus d'énergie. On n'a pas le choix. Contrairement à d'autres sources d'énergie, comme les houlomotrices, les études montrent qu'il y a toujours des vagues. Donc on a toujours, évidemment, la possibilité d'avoir de l'énergie. Donc je n'ai pas fait rentrer en ligne de compte encore la puissance produite qui peut éventuellement varier, surtout dans tous les problèmes, dans toutes les centrales de type océanique. Mais voilà, quand on commence à classer, il y a un autre paramètre qui rentre en ligne de compte, c'est la pilotabilité. Voilà, j'ai besoin d'un peu plus de jus au niveau production. Est-ce que je peux appuyer sur un bouton pour demander d'aller un peu plus fort, hein, comme quand on est sur une mobilette, on est en train de monter une côte, il faut donner un peu plus de gaz. Il y a plus de demandes. Voilà, c'est un paramètre qui est très important, surtout dans la gestion des réseaux électriques. Il faut pouvoir avoir des sources pilotables pour pouvoir avoir la stabilité que je vais vous parler. Donc il y a aussi ce paramètre qui rentre en ligne de compte. Une éolienne n'est pas pilotable. On ne sait pas demander à Éole de souffler un peu plus fort quand on en a besoin. Donc on est tributaire du flux qui est à disposition et on n'a pas d'autre choix. Donc à cause de ce problème d'intermittence et en plus de cette pilotabilité, ces sources ont besoin d'énergie en backup. Hein, donc ça, c'est important. Alors j'ai dit ont besoin, oui, ça dépend. Si on veut toujours de l'électricité, ou sauf si on accepterait que quand il n'y en a pas de vent, on n'ait pas d'électricité, à ce moment-là, on pourrait dire qu'on n'a pas besoin de backup. Voilà, je vis au gré du vent. C'est un choix de société qui me semble très dangereux d'un point de vue général. Mais voilà, on pourrait avoir des gens qui disent, voilà, moi, quand j'ai du soleil, j'accepte d'avoir l'électricité. Quand j'en ai pas, tant pis, je me débrouille, je fais autrement. C'est un choix. Mais voilà, moi, j'ai mis ici oui à backup si on décide de pouvoir choisir le moment où je veux de l'électricité pour pouvoir m'alimenter. Et donc, évidemment, la dernière des colonnes est importante. C'est les grammes de CO2 équivalent par kilowattheure produit.
Évidemment, alors c'est là le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Le GIEC a sorti un tableau dans lequel on retrouve toute une série de valeurs. Donc celles de l'éolien viennent du tableau du GIEC. Donc on parle de 11 à 12 grammes de CO2. Évidemment, ça ne tient pas compte des émissions dues au backup. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Quand on vous dit que c'est une énergie décarbonée, attention, il ne faut pas tomber dans ce piège-là, parce que si on tient compte du backup et qu'on backup au gaz, ça change toute la donne, évidemment, si on raisonne à qualité de service égale. Donc voilà, là je vous remets le tableau du GIEC, ça c'est les valeurs qui viennent du tableau du GIEC pour vous montrer la source. Alors un graphe très intéressant ici, c'est la comparaison de plusieurs pays européens. Vous avez les émissions de CO2 ici à gauche et la production en gigawattheure ici en bas. Donc là, vous allez avoir le modèle qu'on nous dit, c'est le modèle allemand. On nous dit que le modèle allemand pro-photovoltaïque et éolien, qu'est-ce qu'on voit? On voit une énorme disparité des émissions de CO2. Ça va de valeurs très faibles à de valeurs très hautes et ça varie fortement parce qu'on vit au gré du vent et du soleil. Donc les émissions de CO2 sont très élevées. Pourquoi? Parce que ils ont choisi un modèle où ils n'acceptent pas de vivre sans électricité quand il n'y a pas de vent. Donc, automatiquement, on va avoir un backup. Je ne sais pas si on accepte les questions pendant la... Alors, chaque point est une période. C'est une période. Mais ça reprend véritablement sur une année. Là, on est sur une année. Donc, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais je pense que oui, mais j'ai plutôt à mettre ma réponse. Je ne sais pas si ça change quelque chose au bout du compte, mais voilà, ça vous donne quand même l'image sur l'année. Et on voit qu'on a une véritable grande disparition au niveau des émissions. Pourquoi? Parce que évidemment, quand il n'y a pas de vent, on va remettre des centrales. Ce sont les heures peut-être, oui. Je me suis pas posé cette question, je vous l'avoue. Ce que je regarde, c'est le global qui me semble le plus important. Donc, au niveau belge, on se retrouve ici. On voit qu'on a quand même une disparité, évidemment moins grande, puisqu'on est un plus petit pays que l'Allemagne, mais on a quand même des grandes variations d'émissions de CO2 au niveau de notre système électrique belge. Et ici, vous allez retrouver le système français et le système suisse, qui a évidemment une autre approche énergétique, où on voit que la puissance varie fortement sur l'année, mais que leurs émissions de CO2 ne bougent pas des masses. Donc je le rappelle, toujours et encore, cette priorité par rapport aux limites écologiques. Donc cette source de ce graphe vient de ENTSO-E, qui est avec les chiffres du GIEC sur l'IPCC. Donc voilà, là on voit tout de suite l'impact de la comparaison de l'éolien photovoltaïque par rapport aux autres pays qui ont d'éventuelles d'autres sources d'énergie. Bon là évidemment, je ne le dis pas, mais tout le monde le sait, la France est fortement nucléarisée, donc on voit tout de suite le résultat au niveau CO2. Alors ici, juste un graphe pour vous montrer, c'est un graphe qui vient d'une source américaine, donc ce n'est pas, je dirais, typique à la Belgique, mais c'est pour vous montrer l'image. On voit ce qu'on appelle les facteurs de charge, donc capacity factors, et on voit le facteur de charge du nucléaire, on voit le facteur de charge de la géothermie, et ce qu'on peut voir, voilà, l'éolien a clairement, dans le cas américain, je n'ai pas repris les graphes belges, que dans le temps imparti, je ne les ai pas retrouvés, mais je vais essayer de les retrouver. On voit véritablement la grande disparité des facteurs de charge entre différents moyens de production au niveau des sources. Alors voilà un petit graphe intéressant qui vient aussi d'ENTSO-E. Ça, c'est la comparaison européenne sur 2021 de toutes les sources d'énergie. Pour situer l'éolien, l'éolien, donc wind offshore ici, et vous avez le wind onshore, donc offshore, on est en mer, onshore, on est sur terre, pour ceux qui ne le savent pas. Mais on voit ici la partie éolien, et évidemment, qu'est-ce qu'on voit en priorité au niveau européen? Le nucléaire est numéro 1. Donc ça, je trouve que c'est important, parce qu'on on entend des discours qui disent oui, mais au niveau mondial, l'énergie nucléaire est une énergie minoritaire. C'est quelque part faux quand on regarde uniquement l'Europe. On voit qu'en Europe, c'est majoritaire et on peut comparer un petit peu par rapport aux autres énergies. C'est vrai que cette partie-là, c'est la plus inquiétante, évidemment. C'est celle-là qu'il faut essayer de réduire le plus possible.
Donc évidemment, je pense que dans la journée, on va en parler. Ici, ça ne parle que d'électricité. N'oublions pas qu'il y a l'avenir. On veut décarboner, donc ça veut dire transformer tout ce qui est énergie fossile par autre chose qui n'émette pas de CO2. Et c'est là que l'électricité va pouvoir évidemment électrifier des biens et des services qui produisent, transforment ou consomment les énergies fossiles avec de l'énergie électrique. Donc ces graphes doivent évoluer évidemment vers le haut puisqu'on se dirige vers une société qui va s'électrifier de plus en plus. Donc voilà, au niveau belge, je ne vais pas rentrer dans les chiffres parce que d'autres orateurs vont le faire. Juste pour vous montrer, ben voilà le fromage belge, enfin le donuts plutôt belge. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la partie rouge est très, très importante. Et bon, comme vous l'avez entendu, ben d'un point de vue politique belge, ben on veut se séparer de cette grande partie de demi-donuts. Donc, on a le droit de se poser la question légitime, mais comment on va faire, quoi, hein? Donc c'est quand même quelque chose qui est non négligeable. Comment est-ce qu'on va remplacer ce demi-donuts de manière fiable, de manière sûre et que ça ne coûte pas les yeux de la tête, hein? C'est surtout ça l'objectif. Mais ça, je laisserai les autres orateurs rentrer un peu dans le détail. Au bref historique, comme je vous le disais, bah, les éoliennes... En lançant, ça existait déjà, donc c'est quand même une technologie très ancienne. Bon, évidemment, elles ont fortement évolué depuis, mais elles n'ont pas disrupté le monde technique, puisque c'est quelque chose qu'on connaît depuis belle lurette. Donc les premières éoliennes électriques, c'est au 19e siècle. Donc voilà, dire que c'est une énergie nouvelle du futur, il faut être honnête, c'est pas tout à fait exact, hein, puisque ça existe depuis déjà un certain temps. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Je vais tracer bref, je vais juste vous montrer toutes les technologies que j'ai pu récolter parmi toutes les technologies éoliennes. Donc il y a des petites éoliennes qu'on met comme ça de manière très, très locale et très sporadique, très réparties, mais pas de manière très, très importante. Donc elles ont l'avantage de pouvoir tourner à des vents très importants et avoir des démarrages à des vitesses faibles. Voilà, il y a d'autres sortes d'éoliennes que personnellement, je ne l'ai jamais vu en Belgique. Il y en a peut-être... Celle-là, oui, on en voit. Si vous êtes un peu attentif, on en retrouve à gauche, à droite. Bon, ceux-ci sont un peu plus exotiques, mais je ne sais pas s'il y en a en Belgique. C'est possible. Je n'ai pas cette information-là. Bon, les éoliennes bipales, évidemment, elles ont toute une autre... Chaque éolienne a un peu ses avantages et inconvénients en fonction des vitesses de vent, en fonction des vitesses de vent minimales pour pouvoir démarrer et commencer à produire. Donc, chacune a un petit peu ses avantages et ses inconvénients. Les plus classiques que vous voyez toutes et tous sur les bords de route, évidemment, les éoliennes tripales, qui sont les plus utilisées, je dirais, à l'heure d'aujourd'hui. En Belgique, en tout cas. Alors, il en existe des plus exotiques, des éoliennes horizontales qui fonctionnent avec des vents avec des vitesses très importantes. Ce qu'on va le voir, c'est un des soucis des éoliennes. Quand il y a des vents très forts, on est obligé de les arrêter, ce qui est un peu contradictoire, parce qu'on a du vent, on ne peut pas produire. C'est pour des raisons mécaniques, tout simplement. Il faut absolument préserver l'outil, et au-delà d'une certaine vitesse de vent, évidemment, ça ne marche pas. Donc, dans les zones très venteuses, à des grandes vitesses, évidemment, il existe d'autres technologies d'éoliennes. Voilà un bref aperçu, donc tout ce qu'on appelle les éoliennes offshore, donc en mer. Donc là, il existe toute une série de technologies. Je ne vous cache pas qu'il y en a peut-être d'autres parce qu'il y en a, ça bouge beaucoup, on invente beaucoup de choses. Donc là, j'ai essayé de retrouver un petit peu toutes les technologies d'utilisation en offshore, avec des pieux, on a des plombs en béton, on a des systèmes sur mât avec des trépieds, des éoliennes flottantes, on en retrouve, on commence à en entendre parler. En France, je vois qu'il y a des projets. Donc voilà un petit peu toutes les technologies offshore. Et là, vous allez avoir aussi celles qui sont évidemment proches du littoral, évidemment les onshore, ceux qui sont en terrestre.
Alors, l'évolution, juste une petite courbe d'évolution. Donc, on a commencé tout petit, évidemment, et les technologies ont évolué. Et là, on est dans les zones 2010, on entend des éoliennes quand même avec des grandes puissances. Voilà, juste pour vous donner des ordres de grandeur, de la taille que ça peut représenter. Hein. Une 9 MW, on s'approcherait tout doucement, enfin non, plutôt la 25, la 15 MW, on se retrouverait de la pale aux pieds à un peu plus que la hauteur de la Tour Eiffel. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas discret, c'est pas inaperçu, ça passe pas inaperçu. Donc c'est quand même des grosses machines. Alors, sans rentrer dans le détail, plusieurs types d'éoliennes. Donc il y a évidemment, on va dire, la turbine ici qui va récolter le flux d'énergie du vent. On a des systèmes mécaniques qui vont démultiplier ou multiplier les vitesses de rotation. On va entraîner des machines électriques. Donc deux types, sans rentrer dans le détail, il y a des machines synchrones et asynchrones. Là, on est sur de la synchrone. Et puis, on va injecter sur le réseau et on va avoir des compensations de réactifs pour avoir une espèce de stabilité quand même de l'énergie produite en sortie d'éolienne. Donc ça, on va dire, c'est le basique de chez basique. Il y a des systèmes un peu plus complexes, évidemment, avec des machines asynchrones à double alimentation. Et là, on commence à voir énormément d'électronique de puissance rentrer en ligne de compte. Donc, voilà, tout ça, évidemment, c'est des ressources, c'est des coûts de fabrication qui sont loin d'être négligeables. Et après, on commence à compliquer. Vous pourriez avoir des machines synchrones à aimant permanent. Donc là, il y a toute une série on entend souvent parler des métaux rares. Dans ce genre de machine, il y a évidemment la problématique des métaux rares. Toujours et encore avec de l'électronique de puissance. Vous avez tout un système de régulation pour pouvoir permettre et contrôler l'éolienne. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et vous allez même avoir des systèmes hyper complexes qu'on commence à développer pour essayer d'avoir la plus grande possibilité de piloter et de pouvoir gérer l'éolienne. Mais malheureusement, le vent, on ne sait pas encore le piloter. Il est là ou il n'est pas là. Ça, on n'a pas d'autre choix. Alors voilà, au niveau des parcs éoliens, vous allez avoir toute une série de fermes. Vous pourriez avoir toute une série de fermes où vous avez le redressement. Donc ça, c'est de l'alternatif. On en fait du courant continu. Du courant continu, on refait de l'alternatif. Et vous avez des transformateurs qui vont distribuer sur le réseau. Donc deux philosophies. Soit on met du redressement sur chaque éolienne, ou soit on fait la moitié du redressement sur chaque éolienne et on fait un redressement global pour pouvoir produire sur le réseau électrique. Donc certains nous posent des fois la question, mais quelles sont les tensions? Certaines éoliennes, c'est un ordre de grandeur. Hein. Je ne dis pas que tous les fabricants sortent à cette tension-là, mais en sortie d'éolienne, on sort généralement entre 600 et 1000 volts. Et après, vous avez des transformateurs réhausseurs, ce qu'on appelle transformateurs réhausseurs, qui viennent remettre de la tension à 11 ou voire 20 kV pour le raccordement sur le réseau électrique. Alors, la loi de Betz concernant les éoliennes, ça va, je suis plus ou moins dans les temps. Donc, on a une relation. Donc, la puissance d'une éolienne va évidemment être fonction du cube de la vitesse du vent. Hein. Donc, si on a une vitesse qui est divisée par 2, on diminue la puissance par 8. Donc c'est loin d'être négligeable parce qu'évidemment le paramètre V est un paramètre qu'on ne contrôle pas puisque c'est le vent. Donc évidemment là je vous montre que la puissance va varier en fonction de la vitesse du vent, hein, ce qui est un souci quand même d'un point de vue gestion du réseau électrique qui n'est pas des moindres. Donc évidemment, c'est une des raisons pour laquelle on va essayer d'avoir des éoliennes les plus grandes possibles pour avoir le facteur S ici, qui soit le plus grand possible pour minimiser l'impact de la variation de la vitesse du vent. Mais comme la vitesse du vent est au cube, ça change vite. Hein, donc c'est loin d'être facile à gérer. Alors, quelques notions aussi importantes. Voilà, au niveau de la courbe de puissance fonction du vent, voilà, je vous ai mis 3 détails de courbe, ce sont les mêmes, hein, mais avec un peu plus de détails. Donc, on a la zone de démarrage, le vent commence à naître, à arriver. On arrive ensuite vraiment à la vitesse
je dirais, idéal de fonctionnement de l'éolienne. Et ça, c'est vraiment toute la zone 3, où on est vraiment dans la période la plus... Donc cette courbe-ci, c'est le détail de cette courbe-là, c'est le détail de cette courbe-ci. Après, on est vraiment dans la zone de fonctionnement idéal de l'éolienne, où là, on a deux créneaux, deux taquets au niveau des vitesses de vent. Et si on dépasse malheureusement, en fonction des fabricants, bien évidemment, la valeur varie en fonction des types d'éoliennes, si on dépasse des vitesses trop importantes, elle se met en drapeau. On doit l'arrêter pour des raisons mécaniques, pour ne pas la détériorer. Donc ça, évidemment, c'est un inconvénient, puisque voilà, si on a trop de vent, on est obligé de les arrêter. Donc voilà quelques ordres de grandeur, hein, c'est juste pour vous donner un petit peu une approche technique. Donc là, on a les diamètres des rotors des turbines, et par rapport à la puissance, évidemment, plus les diamètres augmentent, plus on est capable d'avoir des éoliennes très puissantes. Là, on a la courbe rendement en vitesse nominale, donc plus le rendement est faible, plus les vitesses sont élevées, et plus on a des vitesses faibles, plus on peut avoir des meilleurs rendements au niveau éolien. Donc là, c'est la relation diamètre-rendement. Bon, on voit que là, ça ne bouge pas beaucoup, mais enfin, ça a quand même un impact au niveau du rendement de l'éolienne. Bon, évidemment, je ne sais pas si tout le monde connaît la notion de rendement, hein, mais voilà, je l'espère qu'il y a une majorité de personnes qui voient de quoi je parle, parce que j'ai pas le temps d'expliquer évidemment la notion de rendement. Alors quand même un petit graphe que je trouve intéressant par rapport à la comparaison, toujours ma vision de préventeur, hein, c'est un point auquel j'y accorde beaucoup d'importance, parce qu'on dit souvent, oui, on compare les énergies au niveau du nombre de morts, mais il faut regarder un petit peu de manière globale la mortalité au niveau énergétique. On voit que évidemment toutes les énergies fossiles tuent énormément, contrairement à ce qu'on peut faire croire. Je le reprends souvent en certaines de mes conférences. L'OMS a publié ces chiffres, on estime à 7 millions de morts par an, juste à cause des particules fines. Donc on est dans des ordres de grandeur complètement hallucinants, non médiatiques, ils ne sont pas médiatisés, alors que les simples particules fines tuent énormément chaque année dans le monde. Donc là on le voit, le graphe le dit bien. Et on retrouve évidemment l'éolien qui est ici, qui, lui, il faut être honnête, il ne présente pas un taux de mortalité très élevé. Mais moi, je dis toujours, faites attention, ce chiffre peut être faux, parce que ça, on considère les chiffres par rapport à l'éolien. Mais si l'éolien se fait back-upper pour pouvoir avoir de l'électricité quand il n'y a pas de vent, par d'autres sources d'énergie, comme par exemple ce que certains pays font, ils vont aller mettre du gaz, à ce moment-là, attention, il faut aller ajouter dans la période de fonctionnement du backup les morts dues à l'énergie du backup. Ça, c'est pour avoir quand même une approche, je dirais, honnête par rapport à l'utilisation sur une période de temps. Donc voilà, la place des éoliennes sur les réseaux. Donc, j'aime bien le synthétiser tout simplement. Il y a du vent et des éoliennes. OK, on a de l'électricité, tout va bien, tout le monde est content. Malheureusement, quand le vent est en berne, évidemment, si on n'accepte pas de se retrouver sans production électrique, il y a le si qui est important, on va devoir mettre des systèmes de backup. Alors, c'est toutes des petites images. Voilà, le backup, ça peut être plein de choses. Ça peut être de l'hydraulique, ça peut être du gaz, ça peut être du charbon, ça peut être du nucléaire, ça peut être plein de choses. Mais il faut mettre du backup. Et souvent, ce backup est dimensionné, évidemment, sur la puissance installée côté éolien. Donc, on est en train de dédoubler les moyens de production, alors que ces moyens-là, en fait, seraient capables d'alimenter la production demandée à eux tout seuls, puisqu'ils sont forcément dimensionnés sur la capacité installée du besoin du consommateur. Donc on est en train en fait de tout dédoubler au niveau des investissements. D'un point de vue financier, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Donc voilà, là je vous ai remis la production électrique belge sur l'année 2021. Toute la zone rouge, en gros, c'est ce que nos autorités fédérales veulent supprimer. Donc, question, comment va-t-on faire
pour être sûr de ne pas avoir de problème de sécurité d'approvisionnement. C'est toute la question et c'est un peu l'objet, je pense, aussi de ce colloque. Donc, d'un point de vue politique, c'est une énorme décision, comme le graphe peut vous le démontrer. Donc, je vous ai mis les autres graphes. Là, j'ai supprimé les parties donc, où est-ce qu'il est, il est ici. J'ai supprimé le nucléaire. Donc, voilà l'énergie consommée en Belgique sans le nucléaire. Donc, ça, c'est la charge, c'est la demande. Et voilà le gap que ça va représenter. Donc, toutes les parties blanches doivent être en fait comblées par autre chose si on décide de quitter l'énergie rouge qui était l'énergie nucléaire. Et là, je vous ai remis juste la production éolien et solaire belge sur l'année 2021. Donc là, c'est avec le gaz et là, c'est uniquement éolien solaire. Donc, et tout ça, évidemment, parce que l'idée, je le rappelle, pourquoi j'ai mis ce graphe-là, on est censé quitter le gaz, puisqu'on veut quitter les énergies fossiles d'un point de vue climatique. Et ben oui, mais moi je dis d'un point de vue bien-être et protection des personnes, il faudrait quitter aussi la courbe qui est en orange, puisque c'est elle qui est le problème d'un point de vue climatique. Je vous le rappelle, le gaz, c'est 490 grammes de CO2 par kilowattheure, alors que l'énergie nucléaire peut avoir des valeurs beaucoup plus faibles. Donc voilà, ça c'est juste l'éolien et le solaire, juste pour vous montrer les gaps et les parties à combler par d'autres énergies qui, il faut l'espérer, ne seront pas des énergies fossiles. C'est ça l'objectif. Et je pense qu'on en prend le mauvais chemin puisqu'on entend qu'on veut réinstaller des centrales au gaz. Donc ça va à contrario totalement par rapport aux 9 priorités écologiques qu'on a vues en début d'exposé. Donc voilà, juste une autre vision pour bien sensibiliser les gens. Voilà sur une production éolien et solaire. Hein. Les deux couleurs, c'est éolien et solaire. Une vision, je dirais, j'ai oublié le nom, ça porte un nom spécial, ce type de graphe. Enfin bref, ça m'échappe. Donc là, vous voyez véritablement l'intermittence que l'éolien et le solaire présentent. Il y a de la production quand il y a du vent, il n'y a pas de production quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Et là, par rapport à des centrales thermiques, on voit qu'on a véritablement une meilleure fiabilité de production d'énergie. Là, on est complètement en train d'avoir du yo-yo, comme Pierre Kuhn, j'aime bien son terme yo-yo. On a des sources d'énergie qui vont demander de combler toutes les zones ici. En fait, tous les trous que vous voyez ici, si on veut la même consommation énergétique que là, il va falloir les combler avec des sources qui font le yo-yo pour être complémentaires et avoir la production souhaitée. Alors évidemment, ces notions de stockage, on en entend beaucoup parler. J'aime bien juste reprendre ce graphe-là. Là, vous avez un graphe du temps avec les technologies. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans la technologie du stockage, au niveau du temps et de la maturité technique, la maturité industrielle, le stockage hydraulique est le plus avancé, le plus fiable. Quand on entend parler des batteries, etc., oui, ça fonctionne, mais d'un point de vue réseau électrique, je vous laisse imaginer les quantités que ça va représenter pour combler les productions, et alors qu'en fait, toutes ces technologies sont à peine en phase de déploiement, et on n'est même pas certain de pouvoir assurer, je dirais, un stockage réaliste par rapport à nos besoins énergétiques. Donc l'hydraulique reste quand même le stockage le plus mature, le plus fiable à l'heure d'aujourd'hui. Donc là, je vous laisse les chiffres pour ceux qui verront la vidéo. Vous avez tous les détails, les temps, les puissances, etc. Je ne vais pas le commenter ici. Alors ici, un petit projet d'une personne que je suis et que je trouve très intéressante sur Twitter. C'est un étudiant français qui a imaginé, je trouve ça intéressant, une vision de ce que serait un stockage au niveau européen avec de l'hydraulique, rien que pour assurer un petit peu l'intermittence de toutes ces énergies intermittentes. Bon, je vous passe les calculs parce qu'il les a publiés, il les laisse en ligne d'ailleurs, ce qui est super. Donc il est arrivé à des puissances de 3 TWh de stockage par step, donc les stations de pompage, donc ce qu'on appelle un barrage réversible. Il faudrait noyer toute la vallée de l'Abondance en Haute-Savoie. Ça serait un énorme barrage poids à installer. Il faudrait déplacer 3 à 4 000 personnes
parce qu'évidemment, ces gens-là seraient dans une zone inondable. Ça représente environ 2,5 milliards de mètres cubes, 4 fois moins cher qu'un stockage par batterie, bien évidemment. Donc il a fait le calcul du comparatif entre un système batterie équivalent et un système hydraulique. Bon, il a fait des petits calculs en mettant une centaine de turbines de 20 gigawatts. Si vous allez voir sur Internet, toute son étude est en ligne et je trouve ça très intéressant. Ça représenterait environ un investissement de 30 à 50 milliards d'euros. Bon, la difficulté technique, c'est qu'il faut construire le barrage Poix, tout simplement. Donc ça, on fait ça depuis très longtemps. On a des barrages dans le monde entier. Je ne sais pas si vous le savez, au niveau mondial, on a environ 800 000 barrages, dont 52 000 grands barrages au niveau planétaire. Donc je pense que l'humanité est capable de construire ça. Il y a le barrage des Trois Gorges en Chine, qui est l'un des plus grands au monde. Donc ce n'est pas quelque chose de impossible. Alors, au niveau réseau, donc ceux qui découvrent ça, il faut bien comprendre, un réseau électrique, en fait, c'est une balance dans laquelle il faut un équilibre le plus parfait possible. Entre quoi? Entre la consommation, donc vous, c'est quand vous allumez votre lampe, votre grille-pain, votre sèche-cheveux, et la production, donc les moyens de production en parallèle. Et cette balance, évidemment, doit être en équilibre le plus fiablement possible. Heureusement pour nous, évidemment, l'équilibre parfait n'existe pas, mais le gestionnaire du réseau se permet une certaine tolérance au niveau européen avec des variations, je dirais, très faibles au niveau de la source. Donc cette source, en fait, on va le voir, si jamais la consommation diminue et que la production reste à l'identique, vous allez avoir la fréquence du réseau qui va augmenter. Donc là, évidemment, le gestionnaire de réseau, lui, doit détecter ça très rapidement. Il va couper certains moyens de production pour rétablir l'équilibre de la balance. Et au contraire, si vous avez la consommation énergétique qui augmente et que la production d'énergie n'augmente pas, vous allez avoir une diminution de fréquence. Et donc ça, c'est un peu le souci, c'est que si on gère mal cet équilibre, si c'est mal géré dans le temps, vous pouvez aller avoir ce qu'on appelle, ce que vous avez peut-être déjà tous entendu, le blackout. Donc on a le réseau électrique qui va se mettre en protection, il va y avoir des relais de protection qui vont agir, on va commencer à délester et au fur et à mesure qu'on va essayer de délester pour essayer de récupérer le plus possible des parties de réseau au niveau national, voire européen, si on n'y arrive pas, ça mène au blackout. Il y en a eu quelques-uns, il y en a eu en 2006 en Europe, où une grosse partie de l'Europe s'est retrouvée dans le noir dû à des problèmes sur le réseau allemand. Donc voilà, ça, c'est un jeu d'équilibriste que les gestionnaires de réseau doivent faire à la seconde près. On n'est pas à l'heure, on ne regarde pas le truc de temps en temps, non, c'est à la seconde près, c'est à la milliseconde près presque, pour essayer d'anticiper évidemment les variations de fréquence et de pouvoir agir le plus vite possible sur les moyens de production pour que cet équilibre soit le plus stable possible. Alors ça, bon, je suis un peu technique, je suis désolé, mais je veux faire du techniquement correct pour bien avoir les notions au niveau réseau. Donc dans les réseaux électriques, vous allez avoir des stabilités. Donc là, je viens de vous expliquer, la production doit être la même chose que la consommation. Donc ça, je dirais, c'est quand les gens ouvrent leurs besoins, ils ont besoin d'électricité pour leurs lampes, donc voilà, la consommation augmente, donc la production va augmenter pour essayer de garder l'équilibre. Ça, c'est ce qu'on appelle du court terme. Donc on gère les flux. Tiens, on a un peu plus de demande à gauche, on met une centrale à droite un peu plus en fonctionnement. Et on va gérer les consommations. Donc c'est du court terme. Ça, souvent, les gens comprennent plus ou moins. Mais il y a un paramètre fondamental qu'on oublie, c'est le long terme. Et un réseau électrique, évidemment, ce n'est pas quelque chose de fiable à 100%. Vous pouvez avoir des incidents au réseau. Donc, les fluctuations de consommation, c'est une chose, mais un incident, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'un incident ? Les gens de Ouid ont vécu il n'y a pas longtemps. Il y a une fouine qui est rentrée dans un poste haute tension et boum, ça a coupé. Donc on a fait une coupure et les gens se sont retrouvés dans le noir. Donc ce qu'on appelle les courts-circuits, les surcharges, des problèmes réseau. Et donc ça, évidemment, au niveau national et au niveau européen, les gestionnaires ont aussi ce besoin. Ça peut arriver qu'il y ait des lignes qui se mettent en protection. On ouvre des relais. Des relais vont ouvrir des protections sur un réseau. Donc tout d'un coup, on perd un moyen de production parce que le réseau a fait fonctionner sa sécurité réseau, et on a un déséquilibre brutal et pas, je dirais, prévisible par rapport à une consommation.
on coupe soudainement un gros feeder sur un réseau de tension. Et donc là, ça provoque des déséquilibres brutaux et très rapides. Et donc, vous allez avoir, évidemment, la grande puissance et le gros avantage des centrales, on va dire dites pilotables, c'est que vous allez avoir des grandes inerties. Vous voyez la taille du monsieur, voilà, le monsieur, il est là. Vous voyez la taille de l'homme. Vous pouvez imaginer, ça c'est la turbine, c'est le rotor. Vous avez des énormes masses mécaniques qui sont en rotation. Donc, sans faire de grands calculs, on peut sentir que si jamais il y a une variation sur le réseau, vous n'allez pas rater cette turbine en un quart de seconde. Elle va avoir une telle inertie qu'elle va pouvoir permettre d'essayer de stabiliser le réseau électrique. Donc évidemment, voilà un petit peu le graphe. Quand vous avez un incident brutal sur un réseau, vous allez avoir évidemment une baisse de fréquence, puisque voilà, on a une grosse consommation qui est là et un moyen de production qui s'arrête pour des raisons de réseau. Donc il va falloir absolument redresser et tout faire pour restabiliser le réseau. Et plus les moyens ont des inerties faibles, plus la baisse de fréquence va être grande. Et donc ça, c'est un des soucis qu'on a avec, je dirais, du solaire ou de l'éolien, c'est qu'il y a très peu d'inertie. Vous avez des petits rotors. On en a un petit peu, pour être honnête, mais c'est vraiment dérisoire par rapport aux besoins réels qu'on a besoin pour restabiliser un réseau électrique. Donc voilà, dans une centrale thermique, on va dire, vous allez avoir un alternateur, on va mesurer la vitesse en sortie de l'alternateur. Si on dépasse, si on va trop vite ou trop lentement, on va agir sur l'arrivée de la vapeur, par exemple, dans la turbine, pour réguler un petit peu la puissance nécessaire au niveau de la turbine. Cette rétroaction-là, vous ne l'avez pas dans une éolienne ou du photovoltaïque, parce qu'en fait, il faudrait demander à M. Éole et M. Hélios de briller plus ou de souffler plus. Et ce paramètre-là, ça, vous ne savez pas le gérer. Donc, c'est pour la gestion des réseaux, c'est quelque chose quand même de très important. Je vulgarise évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà un petit peu ce qui se passe quand on a un réseau électrique. On a l'incident et le gestionnaire de réseau, il a des contrats d'ailleurs avec toutes des sociétés. Il va demander évidemment de mettre en route ce qu'on appelle les réserves primaires, réserves secondaires et réserves tertiaires. Donc ce sont des sources qui sont à disposition contractuellement et qu'on va volontairement demander de mettre en route un peu plus rapidement. On parle de la seconde ici. On n'est pas dans l'heure, c'est dans la seconde qui suit l'incident. Il faut que ça aille très très vite. Si on ne va pas assez vite, on a un écroulement de l'équilibre du réseau et c'est ça qui mène au blackout. Donc vous comprenez tout de suite, si on n'a pas cette rétroaction rapide, ce qu'on ne sait pas avoir avec de l'éolien et du solaire, on va à la catastrophe, évidemment. C'est le gros souci. Donc là, le gestionnaire va demander aux réserves primaires de se mettre en route très rapidement. Puis dans les minutes qui suivent, la stabilité du réseau, la fréquence étant plus ou moins amortie, mais pas encore remise à sa valeur de consigne, on va mettre en route ce qu'on appelle des réserves secondaires et des réserves tertiaires. Le primaire et le secondaire, souvent, c'est automatique. C'est piloté en automatique, il n'y a pas d'intervention humaine. Le tertiaire, ça dépend un peu des pays et des systèmes nationaux. C'est souvent à la demande, donc là c'est le gestionnaire qui va dire, voilà, on va mettre cette centrale en route pour améliorer et retrouver la consigne de fréquence du réseau telle qu'on doit l'avoir. Donc ça, c'est un point qu'il faut vraiment bien comprendre parce que des incidents réseau, enfin moi je suis dans les réseaux tous les jours, on en a tous les jours. Donc gérer ces incidents, il faut absolument pouvoir stabiliser les réseaux le plus vite possible. Si on n'arrive pas, c'est le blackout, on est hors courant. Alors, évidemment, l'éolien le fait qu'il n'y a pas cette pilotabilité, cette capacité d'avoir cette réserve primaire, secondaire avec des éoliens, sur les réseaux où il y a beaucoup d'intermittences et beaucoup de sources non pilotables pour pouvoir, je dirais, régler la consigne, comme je viens de vous le montrer, on a évidemment plein d'inventions. On parle du compensateur dynamique synchrone. C'est quoi, en gros? C'est une grosse machine tournante qu'on fait tourner en roue libre, qui est là. Et le jour d'un incident, en fait, on a de l'inertie mécanique à disposition pour pouvoir tourner. Donc c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, on va aller mettre toute une série de rotors inutiles qui vont tourner en fonctionnement constant, alimentés par l'énergie dite intermittente. Et en cas d'incident, on va se reposer sur ces rotors. On n'a pas d'autre choix possible. Alors, pas d'autre choix, c'est
pas tout à fait exact pour être très honnête. Donc ça, je dirais, c'est la solution aujourd'hui qui est la plus facile à mettre en œuvre, mais il existe aussi, et ça c'est vraiment en plein développement au niveau recherche et développement, ce qu'on appelle les compensateurs statiques synchrones. En gros, c'est de la grosse électronique de puissance au niveau des réseaux de tension, et on a des réserves de puissance pour pouvoir assurer la stabilité de fréquence. Je ne vous parle que de la stabilité de fréquence. Il y a le deuxième paramètre que je n'ai pas encore parlé, c'est la stabilité de la tension. Et ça, évidemment, tout ça va pouvoir gérer la stabilité de fréquence, mais la tension, il faut de l'énergie. Il n'y a rien à faire. Si stocker dans des batteries, etc., vous aurez de l'énergie pour le temps de décharge de la batterie. Donc, on n'aura pas des capacités suffisantes pour pouvoir stabiliser cette tension. Donc, ce qu'on peut voir tout doucement aussi apparaître, mais évidemment, c'est les postes, ce qu'on appelle les feeders HTDC, donc haute tension courant continu. Contrairement à ce qu'on pense, l'alternatif est utilisé, mais le courant continu aussi est utilisé dans le transport électrique, au niveau des continents, au niveau entre les différents pays. Donc on a de l'alternatif, on a des postes de conversion AC-DC et on refait du DC. Pourquoi? Ça a l'avantage, en fait, comme on a l'électronique de puissance, on est plus facilement capable de piloter cette fréquence. Puisque là, en fait, c'est de l'électronique de puissance. On peut, je vous passe les détails, on peut un peu régler ces machines pour pouvoir aider le réseau à stabiliser la fréquence. Et on met les lignes en parallèle, on a la C là, et on vient jouer avec le DC à côté pour aider le réseau à faciliter cette stabilité de fréquence. Alors, NSOE, qui est un peu le régulateur européen, s'inquiète. Ça, il faut le dire. Il a édité un rapport il n'y a pas très longtemps, donc il s'inquiète fortement. En gros, sa conclusion, il voit que les phénomènes de stabilité de réseau commencent à se dégrader d'année en année. RTE en France a publié tous ces chiffres. En Belgique, je ne les ai pas trouvés, je vous avoue. J'ai peut-être pas bien regardé, Pierre, mais je n'ai pas retrouvé un tableau qui reprend un peu cette dégradation aux fonctions des années. Mais RTE le montre bien, en fonction de l'entrée des énergies intermittentes dans le réseau électrique, il constate clairement une dégradation de cette problématique de cette balance production-consommation, donc de la stabilité du réseau. Et NSOE, puisque tous les réseaux belges, français sont interconnectés, quand on a un problème chez un, on génère un problème chez les autres. Donc il y a une cohérence européenne à essayer de tenir, d'où l'objectif d'NSOE. Et NSOE s'inquiète de cette dérive constatée au niveau de la stabilité. On a de plus en plus d'incidents de fréquences au niveau du réseau européen. Et ils estiment, voilà les chiffres, qu'il faudra absolument pour 2025 500 gigawatts de puissance installée, donc en pilotable, c'est bien ça qu'il faut comprendre, pas en non pilotable, mais bien en pilotable, donc pas de l'intermittent, pas du solaire ni de l'éolien, mais 500 gigawatts pour essayer de corriger le tir. Donc 500 gigawatts, c'est quand même pas rien. Et pour 2040, on parle, par rapport au projet d'électrification avec la problématique des réseaux, on parle de 2500 gigawatts. Donc c'est quand même pas des petits chiffres. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même pour moi un point très important, parce qu'évidemment, si on met plein de machines sur le réseau, mais qu'à un moment donné, l'instabilité devient incontrôlable, on va à la catastrophe. Il faut utiliser le mot qui est le vrai. Donc voilà, conclusion, toujours et encore, je suis dans les temps, je pense, 10 minutes. Voilà, ça c'est mon approche prévention, et je trouve qu'il faut vraiment insister là-dessus. En prévention, donc c'est toute la théorie de la syndynique, pour ceux qui connaissent, c'est la théorie des dangers, d'étude des dangers. Donc le danger climatique, c'en est un, le danger d'électrique, le danger chimique, le danger mécanique, tous les dangers. Mais il y a quatre priorités à respecter. C'est assez universel. En fonction des dangers, il y a des petites adaptations. Mais première priorité, toujours essayer de supprimer le danger à sa source. Oui, l'électricité c'est dangereux, je vais remplacer l'électricité par autre chose. Le CO2 c'est dangereux, je vais essayer de supprimer le CO2 à la source. Comme ça, le problème est réglé. Voilà, l'éolien, il faut être honnête, l'éolien ne garantit pas cette priorité, puisque si on met de l'éolien et qu'on veut un service de même qualité, c'est-à-dire avoir de l'électricité quand on veut, quand il n'y a pas de vent, il faudra un backup. Si ce backup est à énergie fossile, on ne supprime pas le danger à la source.
hein, on le pérennise. Alors, la prévention va nous dire, si on ne sait pas le supprimer à la source, on va essayer de mettre en place des mesures de protection collective. Hein, ça, ce sont vraiment les priorités par rapport à la probabilité du risque. Et là, vous avez tous déjà entendu ces machines qui vont extraire et capter du CO2 dans l'atmosphère pour le stocker, pour le retraiter. Donc ça, c'est un moyen de protection collective. Donc il faut toujours essayer de mettre ce moyen de protection collective avant de passer aux autres. Le troisième moyen de protection dans la syndinique, c'est si on ne sait pas utiliser des moyens de protection collectifs, on va utiliser des moyens de protection individuels. Et donc là, ça pourrait être par exemple des moyens de captation de CO2 en sortie de process pour éviter évidemment d'avoir du rejet de CO2. Et c'est seulement là qu'on retrouve la quatrième des priorités. Si on ne sait pas faire les trois premières qui ne sont que des mesures techniques, tout ça c'est du technique. C'est de l'adaptation de process, c'est de l'adaptation de l'industrie, adaptation de machines, c'est que de la technique. Si on n'arrive pas à développer ces trois priorités, la dernière des solutions dans la syndinique, c'est essayer de conscientiser les gens à changer leur comportement pour éviter d'avoir la gestion du danger, donc avoir le danger. Ça reste dans la syndinique et dans beaucoup d'analyses préventives le dernier moyen, c'est le moyen le moins sûr et le moins fiable par rapport à la gestion d'un danger de manière générale. Donc ici, une toute petite vidéo qui est extraite d'un film qui est bien connu, que je trouve important de vous montrer. Donc le monsieur qui va parler dans 2 petites minutes, donc c'est un ancien cadre de chez EDF qui s'occupait des réseaux électriques en Asie et qui va juste vous commenter ce qui s'est passé, je dirais, sur le réseau australien, où il y a eu 50% d'énergie renouvelable sur le réseau et ils ont vécu 5 blackouts consécutifs en 2 mois. Donc voilà, cette problématique du gaz, mais moi je le vois d'un point de vue préventif. On est en train de dire éolien, et puis on va aller construire des centrales au gaz à 490 grammes de CO2 par kilowattheure, alors que la limite écologique nous dit il ne faut surtout pas faire ça. Ce n'est pas du tout ce qu'on a besoin d'un point de vue écologique. Donc voilà, c'est une phrase que j'aime bien. Donc faire attention, la gratuité du vent variable et intermittent est un très dangereux piège qui attire et pérennise par le besoin des sources complémentaires disponibles à la demande, les énergies fossiles, alors qu'on veut absolument les quitter. Voilà, je suis dans les temps, Pierre, hein, à 4 minutes près.